Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h18, merci d'être avec nous tout de suite. Le petit déjeuner politique, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. La campagne, ça va bien et vous? Oui, fort bien. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, on est à 28 jours tout de même du premier tour. Le premier grand débat ce soir, la fin du pass vaccinal, la remise de 15 centimes sur l'essence, la guerre en Ukraine, les violences en Corse, les retraites, autant de questions qu'on va essayer d'aborder. Commençons tout de même par le grand débat ce soir. La France face à la guerre sur TF1. Alors, ce n'est pas vraiment un débat, puisque c'est de la parole à tour de rôle pour chacun, mais il y aura Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon aussi. Il a un peu hésité, Jean-Luc Mélenchon? Alors, prenons les choses par ordre. Nous, on souhaite des débats, c'est-à-dire qu'on aurait aimé, on souhaite, on ne désespère pas la possibilité que les candidats confrontent aussi, à un moment donné, après avoir présenté leur programme, leurs idées. Et en l'occurrence, il y a une particularité Emmanuel Macron, c'est que comme il a gouverné le pays pendant 5 ans, il va de soi qu'il s'agit aussi de pouvoir éventuellement lui apporter des critiques, chercher des réponses à des choses. Par exemple, M. Macron, dans la lettre qu'il a adressée aux Français, souhaite qu'on travaille plus longtemps. Son porte-parole, M. Attal, l'a dit, on va travailler jusqu'à 65 ans s'il est réélu. Ce serait, à mes yeux, une régression sociale. Aujourd'hui, une personne sur deux de plus de 60 ans est soit en infirmité, soit au chômage. Si on repousse encore la durée de l'âge légal, ça veut dire que les gens auront encore moins de trimestres, vu que beaucoup de gens seront au chômage. Bref, c'est une régression sociale. Ça vaut le coup d'en parler avec lui. Alors, on me dit parfois, il y a des journalistes qui vont l'interroger. Mais votre métier, à vous, M. Patrick Roger, il y a le journalisme exigeant, mais c'est pas la même chose qu'un responsable politique. Une idéologie politique ou en tout cas des idées politiques. Donc, qu'on ne fasse pas, qu'on ne demande pas aux journalistes aussi de jouer le rôle de candidat ou d'opposant. Mais là, ils vont pouvoir quand même le faire, peut-être, non? Je crois que non. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que ce soir, il y aura 8 candidats, alors qu'il y en a 12. Alors, c'est pas notre faute à nous, parce que des fois, certains... Vous le déplorez que 4, Poutou, Artaud, Dupont-Lassalle et Dupont-Aignan. Le CSA explique qu'on n'est pas encore dans la parité, on est dans l'équité. Mais je tiens à dire à tous ceux qui m'écoutent, nous, on n'est pas responsable de ce choix, tant par ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette succession de candidats qui empêche en vérité qu'on puisse avoir un moment d'échange significatif avec le président actuel pour dire voilà ce que vous avez fait, voilà ce que nous on pense, et qu'éventuellement lui nous réponde et qu'on puisse faire de même. Je crois qu'on ne souffrait pas en démocratie de trop de discussions. Vous l'avez dit, on est à 28 jours, tout va très vite, on a parfois que la campagne, et on peut le comprendre, en raison de la guerre, en raison dernièrement du Covid, on a du mal à faire avancer des thèmes, ça aurait pu être l'occasion. Donc ce soir, bref, ça commence, si je puis dire. Mais Jean-Luc Mélenchon a vraiment hésité, non ou pas? Parce que c'est ce que j'ai lu. On a demandé, au bout d'un moment, on va là où on nous dit, je veux dire, on va pas non plus faire chaise vide, parce qu'il y aura, je le souhaite, un maximum de gens qui vont regarder. C'est l'occasion d'écouter Jean-Luc Mélenchon, un programme social, une autre répartition de richesses, il faut augmenter les bas salaires, défendre les services publics, une réforme fiscale, 14 tranches d'impôts pour que ceux qui se sont enrichis, ils sont nombreux dernièrement en raison de la crise du Covid. Vous savez qu'actuellement, c'est dingue à dire, les 5 personnes les plus riches possèdent autant que 40% de la population, que 27 millions de gens. Ça n'a jamais été aussi fort, ça c'est 5 ans de Macron. En 2017, les 500 personnes les plus riches, elles représentaient 21% du PIB, aujourd'hui c'est 43% du PIB. Donc vous voyez, on a des potentialités d'organiser une autre répartition de richesse sans spolier qui que ce soit. Mais là, on parle de gens qui ont parce qu'à chaque fois, les discours de Jean-Luc Mélenchon font peur. En disant, il va tout nous prendre, il ne restera plus rien. De nous pour certains, y compris les classes moyennes. On n'arrête pas dernièrement, il y a toujours un truc, alors parfois ça me tombe dessus, je suis évidemment maladroit, on vous diabolise, au secours. Non mais soyons sérieux, ce qui est diabolique, même si par ailleurs c'est un vocabulaire que j'aime pas, mais c'est qu'autant de richesses s'accumulent entre les mains de quelques-uns. Et puisqu'on prend la métaphore religieuse, vous savez, ces grandes convictions spirituelles, ça passe par le partage, puisque vous en évoquez. Et je crois que ça n'est pas conforme justement à toute une série de traditions, que ce soit celle de la gauche, que ce soit celle des convictions spirituelles, il faut partager. Et on vivra mieux, parce que 8 à 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, beaucoup de gens en situation difficile, la précarité, beaucoup des contrats qui ont été signés dernièrement sont souvent des contrats très courts, à 1 mois. Donc on vous donne des chiffres qui vous illusionnent sur le fait que le chômage recule. Mais attention, on a aussi un marché du travail qui se précarise, qui s'ubérise, et ça crée des difficultés. Donc tout ça, discutons-en. Tranquillement, démocratiquement. Tranquillement, je sais pas. Non, mais débat, tranquillement, parfois, c'est pas toujours. Il y a de la violence dans le débat politique, et quand je dis tranquillement. D'un mot, Alexis Corbière, justement sur les propositions, par exemple autour de l'essence. Il va y avoir une diminution avec cette remise de 15 centimes par litre, mais qui n'interviendra que le 1er avril. C'est une bonne décision ou pas, ça? Bon, alors évidemment, ceux qui ont vu ça monte tellement, c'est devenu dingue. Le moindre plein a pris en l'espace de quelques semaines 30-40 euros supplémentaires. Je pense aux gens des commerçants, les infirmières, tous ceux qui sont obligés de prendre la
voiture. Moi, j'ai beaucoup de familles en province, qui habitent les villages autour de villes moyennes. Bon, vous êtes obligé d'avoir la voiture, même si. Donc tout ça, c'est très dur. Alors, si ça fait baisser un peu, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que le système pris par le gouvernement, c'est que c'est de l'argent public qui va compenser l'augmentation dont profitent des groupes privés. Je rappelle qu'au total a fait, je crois, ils ont reversé 7,3 milliards de dividendes dans leurs actionnaires. Nous, on propose blocage des prix et on a finalement fixé un chiffre avec nos économistes. On veut revenir au prix de 1,40 € pour ce qui est, je crois, notamment du blocage avec une baisse de la TVA. Alors dans ces conditions, il faut revenir à ce qu'était avant cette grande inflation, que ce soit blocage des prix sur les produits de première nécessité, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, ou que ce soit sur la question, là, notamment des énergies. C'est pas possible. Là, il y a une question, évidemment. En plus, on est tous inégaux face à ça, parce que les plus fortunés peuvent faire face, évidemment, un peu à cette difficulté, alors que les milieux modestes, ils dégustent XXL. Et à propos d'énergie, encore d'un mot. Vous êtes toujours contre l'idée d'un embargo sur le gaz russe, comme le propose, par exemple, à gauche, Hidalgo ou Jadot? C'est-à-dire que ça n'a pas d'efficacité. Si le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Monsieur Biden, qui le propose, les États-Unis d'Amérique achètent 7% du gaz russe. Nous, c'est 25%. Donc concrètement, si on a aujourd'hui une augmentation du prix, nous, on va être les premières victimes. Et sans aucun doute qu'en plus, qu'il y aura un effet d'aubaine vis-à-vis du gaz produit par les États-Unis d'Amérique. Donc, où est-ce que ça fonctionne de cette façon-là dans beaucoup de pays où ce type d'embargo a été utilisé? Ça a frappé les peuples. Et en l'occurrence, ça n'a pas évité que les dictateurs ou les autocrates soient vraiment touchés. Nous, la méthode que nous proposons, c'est notamment celle mise en, pensée par l'économiste Thomas Piketty. Il y a aujourd'hui au moins 20 000 personnes, qu'on appelle ces oligarques russes, qui ont un patrimoine supérieur à 10 millions au moins d'euros, qui sont l'entourage direct de M. Poutine, dont 85% des avoirs sans doute sont en Europe et en particulier en France. Ces gens-là, nous devons avoir les moyens de les cibler, de voir qui c'est, quel est leur patrimoine, et eux de les saisir. À l'heure actuelle, malgré les rodomontades des uns et des autres, et notamment du gouvernement, à part un yacht saisi à la Ciotat, je crois qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais vous savez pour quelle raison, Patrick Roger, on a du mal à le faire? C'est qu'aujourd'hui, en vérité, il y a très peu de clarté sur la réalité des avoirs de tous ces gens qui ont profité de la kleptocratie de M. Poutine. On ne devient pas millionnaire ou milliardaire en Russie, honnêtement, qu'on me comprenne bien. C'est-à-dire qu'en gros, on a trempé généralement dans l'entourage de Poutine. Bon, donc ces gens-là, on devrait les frapper au sens métaphorique du mot, mais financièrement, pour mettre la pression sur Poutine. Méthode, quoi. Ça, c'est la méthode. Quoi. Parce que les sanctions économiques d'une façon générale. Il faut être précis, parce que c'est une généralité. De quoi parlons-nous? Moi, je ne veux pas que les peuples en souffrent. Ils n'ont rien fait. Le peuple russe, d'abord je pense au peuple ukrainien, évidemment, victime de l'agression d'Emmanuel Poutine, mais le peuple russe... Vous avez dit Emmanuel Poutine. Emmanuel, Vladimir, ou alors c'est moi qui ai mal compris. Non, mais Vladimir non, alors vraiment, c'est l'inconscient du matin. Non, c'est moi que ce soit Monsieur Poutine, vous êtes responsable de la guerre, et Monsieur Emmanuel Macron est le président de la France. Non, mais donc je pense au peuple ukrainien, évidemment, sous les bombes. Et puis ce danger quand même. On parle de choses sérieuses. On est en 2022. Il y a une puissance nucléaire avec la Russie qui est engagée là-dedans. C'est quand même le deuxième arsenal nucléaire. L'idée d'une troisième guerre mondiale est quand même là. Donc soyons des facteurs de paix, et évidemment ça doit cesser au plus vite, et Poutine doit retirer ses troupes. Mais je pense aussi au peuple russe. Et j'ai vu, je crois que là j'ai un doute sur le chiffre, plus de 10 000 personnes je crois ont été interpellées par la police russe dernièrement pour avoir manifesté contre la guerre. C'est des héros, ces gens-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une opinion publique russe actuellement qui pourrait se retourner. Je le souhaite. Je le souhaite. Et eux, je veux pas, parce que je connais les combines des autocrates, que s'ils subissaient en quelque sorte des conditions de vie terribles en raison notamment d'embargos mal organisés, mal pensés, ça pourrait au contraire consolider le régime. C'est parfois ce qui arrive, vous savez, que ce soit en Iran ou ailleurs, ça n'a pas eu les effets qu'on attendait quand des mesures ont été prises. Alexis Corbière, il y a eu des violences hier lors de la manifestation, des débordements du côté de la Corse. Voilà. Est-ce que vous condamnez ces débordements et les manifestants qui s'en sont pris notamment à des bâtiments administratifs et aux forces de l'ordre? Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, que la casse, des forces de l'ordre ont pris, je crois, des boulons au visage, etc., etc. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, et je pense que des grandes voix corses disent la même chose que moi, il faut regarder un peu le dossier. Et notamment, on a tous une pensée pour la veuve du préfet Erignac, lâchement assassinée, etc. Ceci dit, dans le cas présent, moi je suis pour que le droit s'applique à tous les prisonniers.
La justice, elle peut pas être à géométrie variable. Et dans le dossier qui a beaucoup indigné à l'affaire Colonna, puis Monsieur Alessandri et la troisième personne, j'oublie son nom, qui était un des complices, selon la justice, enfin, ce qu'a dit la justice de l'assassinat de Préférignac, après 22 ans de prison, 18 ans de prison, ils pourraient notamment avoir la possibilité que leur peine soit faite, je crois, à la prison de Borgo. Bon, en Corse, qui permettrait que les familles... Le rapatriement. Voilà, moi ça me semble des mesures qui sont... On comprend pas très bien pourquoi. Enfin, les gens proches du dossier, la famille ne comprend pas pourquoi il y a ce blocage. Et donc ça donne un sentiment que quand c'est les Corses, c'est plus dur que pour d'autres. Donc ça doit être entendu d'un certain point de vue. Et après, sur la question Corse, sans rentrer dans le détail, moi j'ai beaucoup évolué sur le sujet. À l'heure actuelle, dans notre programme, nous on est pour que dans le cadre de l'article 74 de la Constitution actuelle, on puisse discuter de comment le caractère insulaire de l'île doit être retenu pour qu'il y ait plus d'autonomie et qui permet notamment qu'après, en termes de services publics, en termes de développement de l'île, les élus locaux, la population locale puisse reprendre son destin en main parce qu'elle est victime souvent de beaucoup de spéculations, de gens fortunés qui vont s'installer là-bas et qui créent des conditions que même des natifs n'arrivent plus à vivre. Moi j'ai des amis corses, c'est très dur de trouver un logement, les prix flambent, etc. Et c'est une île qui est parfois en sous-équipement par rapport à des choses élémentaires qu'on connaît sur le territoire. Donc tout ça, faut y réfléchir tranquillement. Bon, donc le rapatriement des prisonniers, il y a déjà des détenus, mais il y a déjà eu des décisions de prise en fait pour certains. Après, bon, on verra évidemment si ça va plus loin. Non, mais ce que je veux dire, si j'ai bien suivi, comme vous, je lis la presse, c'est que ce terrible drame entre Ivan Colonna et cet autre détenu fou, manifestement islamiste, radicalisé, toute la justice nous dira le détail. C'est qu'en plus, c'est intervenu dans un moment de discussion. Je veux dire, une fois de plus, je pense à la veuve de Monsieur Erignac et tout, mais en prison, ces personnes se sont comportées tout à fait calmement. Donc, créer les conditions qu'on puisse éventuellement faire évoluer les choses. Bon, voilà. Encore 3 questions, Alexis Corbière. La première, le temps file. La fin du pass vaccinal et fin du port du masque, dans la plupart des lieux aujourd'hui. C'est le bon moment, c'est raisonnable, alors que certains disent qu'il y a un rebond de l'épidémie. Ben voilà, moi j'ai du mal à... Écoutez, nous on était défavorables au pass vaccinal qui crée une illusion de protection. Nous on a l'impression, c'est pas un scoop, tout le monde, là, quelques jours d'une élection, ça se relâche, on comprend pas bien pourquoi, parce qu'il y a des décisions contradictoires. Je trouve ça un peu politicien. Franchement, écoutez, après on va voir, faut être vigilant. Vous trouvez que ce n'est pas un hasard, quoi? 28 jours, c'est ça vous avez l'impression, Patrick Roger, que c'est un hasard? Bon, avançons. Moi, je vous pose la question. Avançons, soyons vigilants, et de toute manière, nous on a souvent dit qu'il fallait des modes d'organisation de fonctionnement de la société, notamment quand on se rend au travail. Ceux qui nous écoutent, je sais que vous êtes surtout écoutés en province, mais franchement, à Paris, des fois, dans le métro de bon matin, on est tous entassés. Il y a des contradictions. Mais dans les transports, c'est toujours, évidemment. Mais on aurait pu imaginer, justement, et si c'était plus efficace, qu'il y ait ce qu'on appelait, nous, une société du roulement pour les horaires de travail, qui évitait des concentrations de population, plutôt que d'embarrasser le quidam sur des choses futiles, parfois, en lui demandant un pass vaccinal, alors que des gens qui, eux, avaient fait un test avant, n'avaient plus droit, et le pass vaccinal ne protégeait pas, parce que vous pouviez être encore porteur de la maladie tout en ayant un pass vaccinal. Donc tout ça n'était pas très cohérent. Puis là, hop, les élections arrivent. D'un seul coup, on donne l'impression que grâce à Emmanuel Macron, on a vaincu les choses. On n'a pas totalement vaincu le problème. Et tout le problème, en plus, se concentre sur la capacité d'accueil de notre hôpital public, mise à mal par des politiques, et notamment celle de M. Macron. On peut régler tout ça dans 28 jours en votant. Alexis Corbière, est-ce que c'est la guerre à gauche? On a entendu, par exemple, à ce micro, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, qui n'était pas tendre avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a cette affaire aussi autour de Fabien Roussel, avec cette histoire révélée par Mediapart. Et Fabien Roussel qui dit que, de toute manière, Edoui Plenel de Mediapart a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Pas de commentaire. Non, mais en plus, alors, pour ceux qui connaissent Edoui Plenel, n'a pas appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est vrai que dans un tweet que j'ai bien relevé, il dit que en fait, Jean-Luc Mélenchon s'est posé comme le pôle de résistance à droite, de la droite et de l'extrême droite. Ça concerne Edoui Plenel, le Mediapart qui fait du travail, parfois que je lis avec gourmandise, parfois que je n'approuve pas. Bref, mais Edoui, c'est un journal indépendant. Enfin, je veux dire, moi j'ai une ligne vis-à-vis de Fabien Roussel, je ne le critiquerai pas. Voilà, point. Je dis Fabien, et je veux dire, je respecte les communistes. Je dis seulement que tous ceux qui ont le cœur à gauche, écologistes, démocratiques, doivent comprendre qu'il y a la possibilité d'être au deuxième tour avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que ce second tour, Macron, extrême droite qui était annoncé, peut ne pas avoir lieu et on peut avoir une conversation de deuxième tour qui est celui qui veut allonger la durée du temps de travail de M. Macron face à celui qui veut la ramener à 60 ans. Celui qui veut augmenter les salaires, défendre le service public face à celui qui va continuer à creuser les inégalités, etc., etc. Moi, je trouve que ça ferait du bien à ce pays qu'on discute des problèmes du quotidien et pas de l'obsession de M. Zemmour vis-à-vis des prénoms de je ne sais trop qui et de sottises. Donc,
Fabien, toi qui m'écoutes, ou surtout tous ceux qui... Lancer un message à Fabien Roussel. Oui, mais même aux électorats d'Anne Hidalgo, de M. Jadot, il ne s'agit pas d'humilier qui que ce soit, mais dire là, on peut le faire. Pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Qu'est-ce qui l'empêche? Bien sûr qu'on n'est pas d'accord sur tout, c'est la vie, mais on peut se rassembler derrière cette candidature. C'est ça qu'on appelle l'union populaire. On peut le faire dans 28 jours. C'est énorme. Je veux dire, j'ai vécu il y a 5 ans une campagne où peu ou prou Jean-Luc Mélenchon, au moment où nous parlons, on est aujourd'hui le 14 mars, on était au même niveau dans les sondages et on a terminé à 19. Si on refait la même chose, on peut y arriver. C'est pourquoi il y a notre grande marche qui aura lieu à Paris du 20 mars, etc. Et alors après, vous me parlez d'Anne Hidalgo ou d'Yannick Jadot. Bon, Madame Hidalgo, elle est vraiment tellement en difficulté que la seule énergie qui lui reste, c'est à nous taper dessus, comme si elle préférait un second tour Macron face à l'extrême droite plutôt que Macron face à Mélenchon. Je dois avouer que je ne comprends plus. Voilà. Mais après, elle nous expliquera plus tard. Mais du point de vue des intérêts généraux de la population, des gens qui se disent de gauche, des gens qui se disent écologistes, des gens qui pensent que notre système n'est pas assez démocratique, qu'il faut qu'on change une institution, il y a un bulletin de vote sur lequel il y a marqué Jean-Luc Mélenchon qui peut permettre de porter ça. Et quand on est finalement socialiste, communiste, écologiste au sens historique et idéologique du mot, on peut se retrouver derrière la candidature de Mélenchon. C'est le vœu que je fais à ce micro. Voilà, c'était Alexis Corbière à ce micro de Sud Radio, porte-parole justement de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir été avec nous.